Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif, où comme à chaque fois je dois piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça, de mémoire, de vous le pitcher rapidement et de vous glisser quelques petites anecdotes sur les coulisses du tournage, histoire de vous donner envie de voir le film. Et comme au début de chaque vidéo, le traditionnel petit pari qui veut que je devine quelque chose sur le film que je vais piocher. Et après avoir misé sur les années, après avoir misé sur les acteurs, après même avoir misé sur les genres de films, depuis le dernier épisode, je mise sur les réalisateurs et je mise sur Steven Spielberg. Et donc aujourd'hui, je vais reparier que je vais piocher un Steven Spielberg. Alors, vérifions ça tout de suite en procédant au piochage. Et ce soir, je vais piocher, allez, par là, mettons là, et je pioche Rencontre du troisième type. Ce qui fait donc que c'est un Spielberg. Ah, tonton Steven, c'est pas mon réalisateur préféré pour rien, puisqu'en plus, il me porte bonheur. Alors, Rencontre du troisième type. Film américain, donc, de 1977, d'une durée de 2h10 à peu de choses près, et donc réalisé par Steven Spielberg, qui signe ici son troisième long métrage pour le cinéma, après le colossal succès de son premier film qui était Les Dents de la Mer, et après avoir tourné Sugarland Express. En tout cas, je crois que Sugarland Express vient juste avant. Et qui signe ici donc sa première incartade dans le registre des extraterrestres, puisque jusqu'à là, il n'avait pas encore donné dans le registre. Là, c'est son premier essai, on va dire. Puisque dans sa filmographie, on peut au moins compter 4 films qui traitent du sujet des extraterrestres, à commencer par celui-ci, Rencontre du troisième type, ensuite vient E.T., que tout le monde connaît, et puis bien plus tard, en 2005, arrive La Guerre des Mondes, qui est donc un remake d'un film des années 50, et puis encore 2 ans plus tard, arrive le 4e Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, qui traite donc aussi plus ou moins des extraterrestres, puisque dans Indiana Jones, c'est plus des êtres interdimensionnels, mais on va dire que en gros, ça traite du même sujet, quoi. D'ailleurs, au risque de me faire défoncer dans les commentaires, j'ajouterai que sur ces 4 films d'extraterrestres, si on met un peu à part le 4e Indiana Jones, puisque le sujet principal, ça reste quand même Indiana Jones lui-même, plus que les extraterrestres, on va donc partir sur les 3 autres, et sur les 3 autres, celui que je préfère, ça reste Rencontre du troisième type, parce que par exemple, moi, E.T., faut pas m'en parler. Personnellement, E.T., ça passe pas, j'y arrive pas, j'aime pas du tout ce film, c'est une chialerie, à mon goût c'est une chialerie, tout est fait pour tirer l'alarme du spectateur, et puis c'est beaucoup trop enfantin à mon goût. Donc voilà, bon, je sais que E.T. est un film qui est très très aimé, c'est un film culte, je lui reconnais tout ce que vous voulez qu'on lui reconnaisse, mais j'aime pas. Voilà. Alors, est-ce que ça vaut la peine de présenter Steven Spielberg? J'en suis pas sûr, mais disons que pour éventuellement ceux qui ne connaîtraient pas trop bien sa filmographie, ou qui n'auraient pas fait le lien entre certains films et son réalisateur, je vais quand même vous citer quelques-uns de ses gros films, et il y en a un paquet puisque quasiment à chaque film, le type fait un carton. On a donc bien sûr Les Dents de la Mer, ensuite Rencontre du troisième type, plus tard vient E.T., le premier Indiana Jones, encore un petit peu après, on va avoir le deuxième Indiana Jones qui a cartonné aussi. On va avoir des films comme L'Empire du Soleil, La Couleur Pourpre, qui sont des films un petit peu plus en marge et un petit peu plus politiques, mais qui ont aussi marqué le cinéma de leur empreinte. On va avoir bien sûr Indiana Jones et la Dernière Croisade, puis on va avoir Always, puis on va avoir Jurassic Park et la même année la liste de Schindler, donc là aussi on a vu très très lourd. Puis on va avoir le deuxième Jurassic Park, Le Monde Perdu. On va avoir Amistad, juste avant d'ailleurs, je crois. Et puis on va arriver au Soldat Ryan, qui est certainement l'un de ses meilleurs films. Peut-être que moi je le mettrais en tant que meilleur film de Steven Spielberg, puisque au-delà du film de guerre et donc du film d'action qu'il est, c'est vraiment un film où il y a tout. Et là pour le coup, même s'il tire très clairement l'alarme de l'œil, c'est le contexte qui crée ça. On est moins comme sur E.T. à chercher l'alarme, mais c'est plus les situations qui les provoquent, on va dire. Et puis ça continue, puisque derrière il a fait AI, il a fait Minority Report, il a fait La Guerre des Mondes, donc, et puis ça continue comme ça jusqu'à Ready Player One, qui est peut-être son dernier très gros succès. Mais bon, le gars a quand même fait 34 films, donc on imagine bien que sur 34 films, il y en a quelques-uns qui sont un peu moins bons que les autres. Enfin, du moins, pas moins bons, mais un peu moins populaires, disons. Au niveau du casting de Rencontre du troisième type, on va avoir droit à un casting assez original, puisque déjà dans le rôle principal, on va avoir Richard Dreyfuss, qui donc, comme je le disais dans la vidéo sur Les Dents de la Mer, deuxième partie, n'avait pas pu jouer dedans puisqu'il était pris par Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et ben on y est, et c'est donc ce film-là, celui dont on parle. Donc on a un Richard Dreyfuss qui est toujours excellent dans quasiment tous ses films, mais là dans celui-là il a un rôle particulièrement difficile, puisque on va dire que c'est le personnage principal, mais qu'il n'est pas toujours très aimable. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans le film où il est presque détestable, et il faut vraiment s'accrocher pour arriver jusqu'à, on va dire, le dernier tiers du film,
où là on commence à mieux comprendre pourquoi il était comme ça, et on commence à raccorder avec son personnage. Alors, je vais passer sur le reste du casting qu'on ne connaît pas vraiment, pour m'attarder un petit peu sur le rôle du professeur Lacombe, qui est là interprété par le réalisateur français François Truffaut. Ce qui peut paraître assez surprenant, puisque François Truffaut, c'est avant tout un réalisateur, et qui plus outre français. Donc, on se demande bien pourquoi il est allé jouer un rôle de scientifique dans un film de Steven Spielberg, un film américain. Donc, en plus, Steven Spielberg, à l'époque, c'est clairement pas le Steven Spielberg d'aujourd'hui. Ça veut pas dire grand-chose pour beaucoup de gens. Donc, que François Truffaut ait pu lire en lui la patte d'un futur très grand et accepte d'aller jouer un rôle dans son film à sa demande, puisque Spielberg était assez fan du travail de François Truffaut, il voulait absolument l'avoir sur un de ses films, et donc il lui a proposé ce rôle, et je dois dire que finalement ça marche assez bien, puisque de toute façon en version originale, les gens n'entravent pas un mot de ce qu'il peut raconter en français. Donc il a un traducteur qui le suit partout, et qui fait que voilà, son rôle ça passe quoi. Même si pour nous en France c'est un peu plus bizarre, puisque à chaque fois qu'il va parler en français, le mec qui joue son traducteur va un petit peu répéter ou compléter ce qu'il vient de dire, parce qu'il ne peut pas faire le traducteur, ça veut rien dire pour nous dans la version française. Donc ça a été un petit peu plus dur au niveau du doublage français, mais en anglais ça prend tout son sens. Alors, je ne vais pas vous faire toute la filmo de François Truffaut, mais il faut savoir que c'est le réalisateur de films comme Les 400 coups, donc un grand classique du cinéma français. Au niveau de la musique, on va bien entendu avoir John Williams, puisqu'il est quasiment présent sur tous les films de Spielberg, à partir des Dents de la Mer. Par peut-être un ou deux, un petit peu plus tard dans la filmographie de Spielberg, mais dans l'ensemble, c'est toujours John Williams qui fait les musiques des films de Spielberg. Pas que, bien entendu, il a fait aussi plein d'autres films que des films de Spielberg, mais il a fait quasiment tous les films de Spielberg. Comme je ne vais pas représenter John Williams à chaque vidéo où on parle d'un film dont il a fait la musique, on va tout de suite passer à l'histoire du film. Le film commence par une scène d'intro assez spectaculaire, puisqu'on va suivre l'équipe de scientifiques menée par François Truffaut, qui se rendent en plein milieu d'un désert pour découvrir une épave de bateau, qui est là, posée en plein milieu du désert, et pas le petit bateau, on parle d'un énorme pétrolier, un énorme chalutier, qui est là, posé au milieu du désert, en plein milieu des dunes de sable, et qui, en prime, semble avoir disparu depuis plusieurs années. Donc, ils viennent de le retrouver là, au milieu du désert. Déjà, là, il y a un premier mystère. Et sachant qu'en plus, un tout petit peu plus tard, ils vont retrouver une escouade de types qui avait disparu pendant la Seconde Guerre mondiale en avion. Là, ils les retrouvent là, à la fin des années 70. Les gars, pour eux, ils savent même pas ce qui leur est arrivé. Ils ont juste voyagé. Et puis, pouf, ils ont atterri, ils ont changé d'époque. Donc, qu'est-ce qui se passe là encore? Donc, on commence d'entrée à nous présenter quelques mystères qui vont nous faire poser plein de questions avant même que le film commence vraiment. Le film commence par nous présenter le personnage de Richard Dreyfuss, qui a priori est une sorte d'électricien dépanneur, qui vit avec sa famille, donc sa femme et ses deux enfants, dans une petite bourgade américaine, ou tout du moins dans une banlieue, on va dire, pour foyer moyen, quoi, foyer plus ou moins bourgeois moyen, quoi, on va dire. Et donc, il y a une vie plutôt rangée, tranquille, où tout se passe, on va dire, pour le mieux. Jusqu'au jour où une série de coupures électriques va l'obliger à partir en dépannage en plein milieu de la nuit, et c'est là qu'il va faire sa première rencontre, on va dire, avec quelque chose venu d'ailleurs, puisque, à sa grande surprise, à un moment donné, sa voiture va caler, tout va se couper autour de lui, et puis d'un seul coup, une grosse lumière va apparaître, et puis tout va se mettre à léviter, la voiture va se retourner dans tous les sens, enfin, il ne comprend pas trop bien ce qui lui arrive, les boîtes aux lettres qu'il y a pas loin, le long de la route, vont s'exciter toutes seules, le passage à niveau va se mettre à sonner, enfin voilà, il se passe un truc assez bizarre quand même. Et puis, ça s'arrête, la voiture redémarre, et Richard Dreyfuss reste un petit peu comme ça, là, dans l'expectative, quoi. Et tandis qu'il rentre chez lui un petit peu circonspect parce qu'il vient de lui arriver, il passe à deux doigts d'écraser un gamin qui est au milieu de la route, et là il se rend compte que le long de la route, il y a plein de gens qui sont arrêtés, et qui apparemment cherchent à observer quelque chose. Il va donc s'arrêter à son tour pour aller les voir, et leur demander, en gros, qu'est-ce que vous faites là, quoi. Et il va se rendre compte que ces gens-là, ils sont un petit peu comme lui, ils ont aussi vu des lumières bizarres, et ils savent qu'en se mettant là, ils vont les revoir. Et donc, là, ils vont avoir toute une série d'apparitions de lumière, qui vont faire une espèce de balai dansant autour d'eux, pour finir par disparaître, jusqu'à ce qu'un hélicoptère de la police arrive et leur dise de foutre le camp de là où ils sont, puisque les rassemblements sont plus ou moins interdits, on va dire. Donc à partir de là, il sait qu'il n'a pas eu d'hallucination et qu'il n'est pas complètement starbé, et qu'en plus il y a d'autres personnes comme lui qui ont vu les lumières. Sauf que ça, il va falloir qu'il le fasse avaler à sa femme, puisque elle n'était pas là et qu'elle n'a pas vu tout ça. En plus, il va rentrer chez lui avec la tronche à moitié cramée, comme s'il avait pris un coup de soleil, dû certainement à la lumière qu'il l'a flashé quand il était dans sa voiture, et donc il va commencer à essayer d'expliquer à sa femme ce qu'il a vu, et tout ça, mais bien entendu, elle va pas tellement le croire, on va dire. Dans un premier temps, elle va essayer de prendre ça, on va dire, doucement, mais plus le temps va passer,
Et plus elle va commencer à se demander si son mari n'est pas en train de virer complètement ouf, quoi. D'autant qu'en plus, depuis qu'il a vu ces lumières, il est sujet à des sortes de visions, ou en tout cas il y a quelque chose dans sa tête qu'il essaye de faire sortir, mais c'est pas très précis, il n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, et donc il va commencer à essayer de sculpter sa vision, d'abord petit, et puis plus ça va aller, plus il va faire grand, jusqu'à ce moment où il va carrément ramener de la terre dans le salon de la maison pour commencer à construire un truc immense au milieu du salon, ce qui va naturellement pas plaire à sa femme, qui là, ça y est, commence à se dire, lui, il a complètement déraillé. Donc elle va prendre les gamins, et elle va se barrer chez ses parents, jusqu'à ce que lui, peut-être, finisse par retrouver ses esprits. En parallèle, la mère du petit gamin qu'il avait failli écraser un petit peu plus tôt va avoir elle aussi le même type de vision. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle voit la même chose que lui, mais comme elle est un petit peu plus dessinatrice, peintre, elle va le peindre. Donc il va y avoir chez elle plein de papiers, plein de représentations d'un truc. On ne sait pas trop ce que c'est. Truc, ben voilà, on le voit là, par exemple. Voilà, ils voient cette forme-là, cette espèce de montagne, mais ils savent pas que c'est une montagne. Ils ont une vision, mais ils n'arrivent pas bien à la matérialiser et à comprendre ce que c'est. Jusqu'au moment assez flippant où il va se produire un événement, c'est-à-dire que les extraterrestres, du moins on suppose que c'est les extraterrestres, puisque dans cette scène on ne les voit pas, on est un peu comme dans le film Signe, c'est-à-dire qu'on ne fait que entendre des bruits, on est enfermé à l'intérieur de la maison avec la mère et son gamin, et on ne fait que entendre des bruits, voir des lumières à travers la fenêtre, et voir les meubles qui se mettent un petit peu à trembler dans tous les sens. Mais malgré tout ça, le gamin va s'échapper par la chatière, qui est assez grosse, hein, une grosse chatière pour faire passer les chiens, donc il va sortir par là, et elle ne va pas réussir à le retenir, et donc son gamin va se faire enlever, a priori, par des extraterrestres. Mais ça, on ne sait pas encore trop, puisque on les a pas vus, vraiment. Pendant ce temps, Richard Dreyfus, lui, commence à se demander si sa femme avait pas raison, s'il n'est pas totalement en train de dérailler, jusqu'au moment où il va apercevoir dans un reportage à la télé, eh ben, cette forme, qu'il a en tête depuis le début du film quasiment, tout du moins depuis qu'il a vu les lumières, qui est en fait une montagne en plein milieu du Montana ou un truc comme ça, une montagne qui existe vraiment, et donc il va avoir un déclic, et il va comprendre qu'il faut qu'il se rende là-bas. Donc ça va le conforter dans l'idée qu'il n'est pas complètement taré non plus. Et puisque la seule personne qui semble le comprendre un petit peu, c'est la mère de ce petit gamin qui s'est fait enlever, puisque elle aussi elle a eu à peu près les mêmes visions, ça va donc naturellement les rapprocher un petit peu, et ils vont ensemble décider de se rendre jusqu'à cette montagne, histoire de voir ce qu'ils y trouvent. Puisque le meilleur moyen de savoir à quoi ça correspond, c'est d'y aller voir. En parallèle à tout ça, on va avoir le personnage du professeur Lacombe, donc François Truffaut, et son groupe de scientifiques qui vont tout doucement avancer dans leurs recherches et commencer à découvrir quelques indices, notamment sonores, puisque un petit peu partout à travers le monde, ils retrouvent des sons similaires et ils vont finir par en déduire que il y a une petite mélodie qui signifie probablement quelque chose et qui peut peut-être permettre de rentrer en contact avec une vie de l'au-delà. Donc ce fameux thème musical hyper culte que tout le monde connaît, même sans savoir que ça provient de ce film. Quant à moi, je vais arrêter mon pitch à ce moment-là pour vous laisser découvrir ce qu'ils vont découvrir sur place. Parce que, comme à chaque fois, il ne s'agirait pas de vous griller la fin du film, d'autant que c'est un bon film, même s'il est sur un rythme assez lent, assez contemplatif. On n'est clairement pas sur un film d'action où ça pète de partout. Il y a quand même quelques scènes qui mettent bien en tension, bien sûr, mais on est surtout sur de la découverte, un petit peu la même impression que dans Jurassic Park, quand le professeur Grant découvre pour la première fois le dinosaure, je sais plus comment on l'appelle, le bronchiosaure ou un truc comme ça, immense, et qu'on le découvre avec lui pour la toute première fois sur grand écran. Ben là, c'est un petit peu le même phénomène qui se passe. On en prend plein les mirettes, surtout à cette époque-là où la science-fiction commençait à vraiment atteindre un niveau assez crédible, puisque je rappelle, 77, c'est l'année de sortie du premier Star Wars. À part 2001, l'Odyssée de l'espace, il n'y avait pas beaucoup de références en la matière. Et donc, là, Rencontre du troisième type nous propose plein de très très belles images, plein de jolis décors en plus. Et on est plus sur le rythme d'une enquête que sur un film bourrin, comme a pu être un petit peu plus tard La Guerre des Mondes, par exemple. Après, dans La Guerre des Mondes, on sait assez rapidement qu'on va avoir affaire à des extraterrestres belliqueux. Et donc, tout le film en découle, puisque quasiment dans le premier quart d'heure, on sait qu'on a affaire à une invasion d'extraterrestres qui sont pas venus pour faire copain-copain, et donc derrière, forcément, ça bourrine pendant tout le film. Là, c'est pas le cas. Clairement, on est dans un film qui est beaucoup plus attentiste, et qui nous laisse dans le mystère jusqu'au bout du film. On ne sait pas à quoi on a affaire. Enfin, on se doute bien qu'on a affaire à des extraterrestres, puisque c'est dévoilé quasiment sur l'affiche du film et dès le début, mais quel type d'extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont pas gentils? Qu'est-ce qu'ils ont fait du gamin? Tout ça, quoi. Voilà toutes les questions que soulève ce film. Ma note pour ce film, bon, vous le savez, je suis quand même assez généreux, surtout quand il s'agit de bons films. Et là, on a affaire à un bon film. Je vais donc lui mettre un bon 17. Puisque pour moi, dans la catégorie des films sur les extraterrestres, il fait partie des tout meilleurs.
D'autant qu'en plus, c'est un des premiers et que maintenant, il a pratiquement 50, je crois même qu'il a 50 piges. En tout cas, dans 3 ans, il va avoir 50 piges, ce film. Donc, c'est quand même un tour de force d'avoir réussi à faire un film qu'on peut encore regarder aujourd'hui sans problème, sans que les effets spéciaux arrachent trop les yeux non plus, puisque là, les effets spéciaux à l'époque étaient faits par Douglas Trumbull, donc celui qui avait fait aussi les effets spéciaux sur Blade Runner. Et on sait que les effets spéciaux de Blade Runner, ils étaient juste magnifiques. On a donc affaire au même gars et à la même équipe. Donc forcément, on a des effets spéciaux qui tiennent très très bien la route, même encore aujourd'hui. Et c'est aussi le cas avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Et la raison en est toute simple, c'est qu'on a affaire à du practical, donc à des maquettes, et pas à des images de synthèse. Parce que les images de synthèse, ça pouvait paraître cool au départ, parce que ça permettait aussi de faire des cadrages de ouf avec les caméras virtuelles, de les faire virevolter un petit peu dans tous les sens, là où avec les maquettes, on était un petit peu limité dans les cadrages à cause des fonds bleus et tout ça. Mais il se trouve qu'en vieillissant, les images de synthèse, ça vieillit très très mal. Là où les maquettes, au contraire, elles restent fidèles à la réalité, puisqu'il suffit de leur donner le bon éclairage pour qu'elles te reproduisent les ombres d'une manière très très réaliste. Alors qu'avec un logiciel de 3D, il va falloir tout recréer, tout reparamétrer, il va falloir expliquer à l'ordinateur que il y a une lumière qui provient d'ici, que le texturing, il faut qu'il ait la bonne réflexion, la bonne réfraction, il y a tout un tas de paramètres à rentrer en jeu, et c'est souvent pour ça que le réalisme des images de synthèse est assez limité, surtout dans le temps. Alors que les maquettes, il n'y a pas de problème avec ça, si la maquette est assez bien détaillée, un bon éclairage, et pouf, ça y est, t'as ton effet spécial. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Rencontre du troisième type, le 3e film de Steven Spielberg, son premier qui parle des extraterrestres, et que je vous recommande chaudement puisque c'est pour moi un très très bon film. Alors, vous pouvez peut-être trouver qu'il y a quelques longueurs pendant le film, parce que c'est vrai que le rythme est assez lent, mais la prestation de Richard Dreyfuss est tellement géniale, et puis les effets spéciaux sont tellement spectaculaires, surtout pour l'époque, les images sont tellement belles, et la maîtrise de Steven Spielberg derrière sa caméra est tellement parfaite, que franchement, je vois mal comment on peut ne pas aimer ce film. Ou alors c'est que je suis bizarre. Ou alors c'est que les gens qui ne l'ont pas aimé sont bizarres. C'est au choix. Dites-moi dans les commentaires. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Il va donc être temps de se dire au revoir, mais pas avant d'avoir remercié tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère encore une fois que vous l'aurez apprécié, comme j'espère que vous aurez apprécié toutes les vidéos précédentes, et que vous apprécierez toutes celles à venir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à en parler autour de vous pour faire grandir la chaîne, à mettre des pouces, parce que ça aussi, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire mieux classifier sur YouTube. Donc n'hésitez pas à pousser, à commenter, à partager, et tout ça, et tout ça. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif.